commencer à Donc, 40. voilà, ça y est, l'enregistrement a débuté. Donc, bonsoir à tous et à toutes pour ce séminaire de février. Nous recevons donc Bertrand de la Vessière, qui est psychothérapeute et psychanalyste jungien, et qui est aussi animateur du groupe de formation jungien, relations et transformation, et organisateur de supervision à Paris. Donc, des compléments sur la psychologie, sur les psychologies traditionnelles, spiritualité chrétienne, orthodoxie, psychopathologie. Il a déjà écrit 2 livres, Le travail des rêves en psychothérapie analytique jungienne, Les énergies du mal en psychothérapie analytique jungienne. Donc ce soir, il va nous parler de son dernier livre qui est tout frais, qui vient de sortir cette semaine, et qui s'appelle Jung, l'œuvre au noir et le Christ en rouge, avec un sous-titre, Le livre rouge, révolution thérapeutique et spirituelle, point d'interrogation. Bonsoir à vous, Bertrand de la Vessière, et nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir et que nous allons parler de ce livre que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Donc vous avez une écriture très, comment je pourrais dire, très légère, très pétillante. Je l'ai lu comme un roman. Et ce qui est intéressant, c'est que vous prenez parti sans prendre parti et vous montrez que Jung avait des doutes. Donc, on va de, j'énonce quelque chose et je reviens un peu en arrière. Enfin, il y a un cheminement à travers vos livres qui est vraiment, j'ai pris vraiment un réel plaisir à lire votre livre. Donc, c'est à vous. Je vous remercie. Oui, merci pour cette présentation que je corrige un peu. Je n'organise plus de groupe de formation depuis quelques mois. J'ai arrêté et je ne suis plus à Paris. Désormais, je me suis replié sur mes terres languedociennes à Montpellier. Voilà. Mais effectivement, pendant très longtemps, j'ai navigué entre Avignon, Paris, Toulouse, etc. Alors, le livre s'intitule Jung, l'œuvre au noir, qui est une phase alchimique importante, et le Christ rouge. Christ rouge, c'est une allusion à Blaise Cendrars, qui appelait le Christ rouge la révolution russe, la grande révolution russe. Bon. Euh, je ne vais pas vous parler de Blaise Cendrars, je vais vous parler de Jung, mais je vous donne comme ça la genèse du titre. Le point le plus important, c'est l'œuvre noire. L'autre point le plus important, c'est le Christ. Alors, mon livre est une méditation sur le livre rouge de Jung. C'est un livre terrifiant, c'est un livre extrêmement riche qui contient en devenir une grande partie de la psychologie complexe, de la psychologie jungienne, de la psychologie profondeur, etc. Vous l'appelez comme vous voulez. C'est un livre qui n'a pas été publié du vivant de Jung. Il ne voulait pas. Il en a réservé la teneur à quelques proches, à quelques happy few. C'est un livre qu'il a écrit en temps de crise, crise intérieure, crise personnelle et crise extérieure, puisque c'était au moment de la Grande Guerre de 14. Le livre rouge, il le commence en 1913-1914 et l'essentiel sera écrit jusqu'en 1917. Bon, après, il va le reprendre, il va le réélaborer. Lui-même l'a présenté comme la matrice de son œuvre. Il a dit, ce sont des expériences et des visions que j'ai mis ensuite toute une vie à élaborer et que j'ai enfoui ensuite dans mes livres plus théoriques. Donc le livre rouge, c'est un geyser brûlant, c'est un livre dérangeant, très dérangeant, difficile d'accès, euh, plein d'énergie, non exempt de contradictions et d'hésitations, révolutionnaire à certains égards, très révolutionnaire. Jung est fils de pasteur, chrétien.
Et il se demande quel est son mythe. Quel est le mythe qui peut donner un sens à sa vie? Il sait que ça ne peut pas être la confession religieuse, la religion transmise par ses ancêtres. Il sait, il en connaît les failles, il en sent les failles. Jung, par ailleurs, est dans une crise épouvantable parce qu'il vient de rompre avec Freud, enfin il y a déjà un certain temps, mais il vient également de rompre avec une femme qui a beaucoup compté dans sa vie, qui s'appelle Sabina Spielrein. Bon. Donc ça va pas très bien. Il est, on pourrait dire, dans une quasi-dépression, avec quand même un moi fort et un appareil psychique qui fonctionne remarquablement. Et il se laisse tomber, comme il le dit, il s'ouvre pleinement à la dimension de l'inconscient. Il accepte d'oublier son savoir et d'écouter ce que l'intérieur peut lui dire, d'écouter ce que l'esprit des profondeurs peut lui dire. Alors, nous n'avons pas à imiter Jung, mais nous pouvons nous inspirer de cette aventure singulière. Et lorsque notre vie va de travers, lorsqu'on a échoué dans une lagune stagnante, lorsque les échecs succèdent aux conséquences névrotiques, ben, nous n'avons plus qu'une chose à faire, c'est de nous tourner vers l'intérieur. Et donc, le livre rouge, c'est l'histoire de la réception par un homme de l'esprit des profondeurs, de nouvelles ressources, d'informations qui contestent et qui complètent la culture dominante. C'est l'histoire d'une destruction qui va s'avérer créatrice, la destruction du moi, ou de l'ego, la première forme du moi, on va dire, destruction de l'idéal et de l'idéalisme, destruction du primat de l'intellect, destruction de l'idéalisme, je l'ai déjà dit, mais j'insiste beaucoup. Et ben, c'est pas de la tarte, hein, parce que c'est une expérience chamanique. C'est ce que certains d'entre vous et certains de nos patients, et moi-même, on a vécu dans nos propres œuvres noires. Quand on ouvre la porte à l'inconscient, on n'est jamais sûr que ce qui va déferler n'est qu'un sentier de rose, hein, c'est tout à fait autre chose. On va accueillir des énergies puissantes qui vont nous désarçonner, qui vont parfois être très très difficiles à métaboliser. On va accueillir des contre-valeurs parce que l'inconscient, c'est une fonction de compensation. Notre problème, à tous, c'est généralement l'unilatéralité. C'est-à-dire qu'on est capable de concevoir une chose, mais on se refuse à concevoir que l'opposé est tout aussi valable. On a presque tous beaucoup de mal à penser contre nous-mêmes. On a beaucoup de mal à sortir, à nous extraire de nos images idéales que l'on chérit, que l'on polit. On a beaucoup de mal à nous extraire des principes qui nous ont été inculqués.
des dominantes culturelles qui nous affectent et qui nous influencent. Et le problème, c'est que quand tout va mal, eh bien, il faut remettre le métier sur l'ouvrage et chercher de nouvelles valeurs. Quand tout va mal, il faut aussi, ça Freud l'avait dit bien avant Jung, se demander quelle part on prend dans les maux qui nous affligent. Donc, on va rencontrer l'ombre. Donc, on va accepter la destruction de ce qui jusque-là nous a structurés. Donc, on va plonger dans le chaos. L'inconscient, c'est un chaos. Initialement, c'est comme en physique, tout part du chaos. Un chaos d'énergie déchaînée, un chaos d'images incompréhensibles, un chaos de protestation de l'inconscient, de quelque chose qui, dans l'inconscient, cherche à être entendu et qui commence par nous bousculer. Le chaos. S'il y a un mot qui revient souvent dans le livre rouge, c'est bien celui-là, c'est le chaos. Et Jung nous dit que si nous acceptons de donner une place à ce qui n'est pas rationnel, à ce qui n'a pas fait l'objet de nos constructions spirituelles, intellectuelles, si nous acceptons cette masse mouvante et chaotique de l'inconscient, nous allons être brassés, mais avec le temps, nous allons connaître une restructuration. Jung, en fait, est alchimiste. Il sait qu'on ne peut faire de l'or qu'avec du plomb. Il n'est pas encore alchimiste quand il écrit le livre rouge. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, bien, vous savez que Jung a passé à peu près la moitié de sa vie dans les textes de la tradition philosophique alchimique. Et qu'il s'est rendu compte que ce dont les alchimistes parlaient, c'est ce dont il parlait lui aussi. C'est-à-dire des opérations de destruction, restructuration, centralisation qui sont opérées par l'inconscient. Alors, je vous parle au fil de la langue, si je puis dire. Vous devrez préciser quand même, puisqu'il est question d'inconscient, puisque j'emploie ce terme à tout bout de champ, que ce que l'on appelle l'inconscient, ce n'est pas seulement le chapitre oublié de notre histoire, ce n'est pas seulement ce que nous avons refoulé. La conception, l'évaluation, la supposition jungienne de l'inconscient est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste que cela. L'inconscient, d'abord, est une matrice, c'est-à-dire c'est la matrice de la conscience. Hein. Tout repose sur l'inconscient, en définitive. Toutes nos idées, toutes nos paroles. Bon, l'inconscient, c'est un faisceau de tendances, d'énergie, d'archétypes, qui font que,
on ne peut pas s'empêcher de se poser telle et telle question, qui font qu'on ne peut pas s'empêcher d'exprimer les choses de telle ou telle façon. L'inconscient, c'est aussi une structure, et il y a des facteurs structurants dans l'inconscient, autant qu'il y a des facteurs qui amènent la destruction de ce que nous sommes. C'est pour ça qu'il faut être bien accompagné pour plonger dans l'inconscient. Et l'inconscient, c'est une possibilité de créativité. C'est-à-dire que le psychisme se rejoue. Si vous plongez dans l'inconscient, le psychisme peut se rejouer. Il vous en cuira, parfois, si vous n'êtes pas bien accompagné ou si vous n'êtes pas juste dans votre approche. Mais c'est aussi, l'inconscient, une possibilité de restructuration, de création. Cela complète l'appréhension commune de l'inconscient. C'est-à-dire que quand vous réceptionnez un rêve, vous n'allez pas le lire seulement en le ramenant à ce que vous savez. Bon, ça, tout le monde en est convaincu, sinon ça ne servirait à rien. Vous n'allez pas non plus seulement en faire une lecture historique, c'est-à-dire chercher les causes et les déterminants dans votre histoire, dans votre vie. Ça peut être utile, ça peut être indispensable, mais ça ne suffit pas. Vous allez aussi apprécier quelles sont les propositions qui sont émises et comment cet inconscient peut vous mettre en mouvement. Comment des ressources nouvelles peuvent être raffinées, travaillées. Bon, j'ai parlé de l'inconscient en disant qu'il ne fallait pas en rester à une définition trop restreinte. On pourrait dire encore beaucoup d'autres choses, que Jung dit d'ailleurs dans le livre rouge. Il ne parle pas seulement des rêves, il en a beaucoup parlé dans son œuvre, mais il dit quand même clairement qu'il faut que nous concevions que notre vie est déterminée par nos rêves, que nous le voulions ou non. Je vais vous parler maintenant de quelque chose qui est important, qui est l'aspect spirituel. Je voudrais tordre le cou, et c'est pas moi d'ailleurs, c'est le livre rouge qui pourrait tordre le cou à une réputation qui s'attache à la psychologie jungienne d'être spirituel. Alors, cette réputation n'est pas usurpée, à condition toutefois que l'on précise ce qu'on entend par là. Bon, chacun de nous vise la clarté, la lumière, l'équilibre, la maîtrise, etc., etc., et tout ce dont toutes les philosophies et toutes les traditions ont parlé. Sauf que ça ne suffit pas. Ça, c'est le message reçu par Jung et donné dans le livre rouge. Ça ne suffit pas. Et surtout, ce n'est pas en se tournant vers la lumière qu'on va parvenir à la lumière. Comme il est chrétien, il s'intéresse beaucoup à ce qui a fait défaut dans la tradition chrétienne, mais pas que. Pas que. On pourrait faire le même reproche à d'autres traditions qui, je dirais, ont considéré que la matière et le mal avaient partie liée. Donc,
comme il est chrétien, il se demande pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi, en définitive, les hommes n'ont pas du tout été sauvés, pourquoi leurs prières ne servent pas à grand-chose. Là aussi, d'ailleurs, je vous parlerai de la conception du Christ de Jung, qui est assez intéressante. Il se demande pourquoi ça n'a pas marché. Bon, il le dit très bien dans un de ses ouvrages ultérieurs qui s'appelle Psychologie et alchimie. Et ça tient en une phrase, la matière et le mal forment une dyade qui a été rejetée dans les ténèbres. Donc il ne suffit plus de se tourner vers la lumière, il faut maintenant descendre dans les ténèbres, là où on n'était pas allé voir. Et il faut donc aller embrasser tous les contenus de l'inconscient, les plus vils, les plus triviaux, les plus nauséabonds, les plus dangereux, parfois, si l'on veut aboutir à une libération. Il faut même aller jusqu'à nier nos croyances et nos soucis de perfection. Oui, il y a un thème très, 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 très important dans le livre rouge, c'est le meurtre du héros. Le meurtre du héros, Jung l'a vécu, c'était un penseur, c'était un intellectuel de haute volée, et à un moment donné, il a dû accepter de lâcher tout ça et de s'intéresser beaucoup plus à ses visions, à ses rêves et à ses visions. Ça a été son meurtre du héros à lui. Il a dû renoncer à l'ambition de dominer les choses avec l'intellect. Il a dû accepter que l'esprit des profondeurs, comme il l'a appelé, vienne tout bouleverser. Il a dû accepter de ne plus faire le pitre avec des idées. Il le dit dans le livre rouge, les gens qui croient dominer le monde avec des idées sont des bouffons. Bon. Mais, donc, on doit descendre dans ces profondeurs. Je vous assure que si véritablement vous êtes dans une voie d'individuation, c'est-à-dire que vous donnez la première place à l'inconscient et que vous donnez votre vie pour que ce qui est dans l'inconscient se réalise à travers votre vie. Eh bien, si vous faites ça, vous risquez de descendre dans des niveaux d'inconscient qui ne sont pas simples, qui sont obscurs, mais d'où tout pourrait se renouveler. Ça, Jung l'a décrit dans le livre rouge. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que beaucoup de lecteurs aient encore réceptionné le message. Parce qu'il faut descendre jusqu'à Behemoth, jusqu'au Léviathan. C'est pas une voie pour les tièdes. Alors, j'ai parlé d'individuation. L'individuation consiste à relier la conscience, ou procède, pardon, d'une relation entre la conscience et l'inconscient. Le premier, c'est-à-dire la conscience, le conscient, ne cherchant pas à dominer le second, c'est-à-dire l'inconscient,
mais au contraire à s'ouvrir à lui, à vivre dans cette émanation, dans cette influence qui est d'ailleurs psychophysique, hein, parce que ça vous prend le corps, ça vous prend l'esprit, ça vous prend... Bref. Donc l'individuation, c'est une voie, on pourrait dire, religieuse au sens traditionnel du terme, le mot religion signifiant prendre scrupuleusement en considération ce qui nous dépasse. Il y a une autre acception, on le sait, c'est être relié à. Les deux étymologies se complètent. Prendre scrupuleusement en considération ce qui nous dépasse, c'est-à-dire qu'on est loin des espérances de maîtrise absolue et on est loin de la fabrication ou de la poursuite d'un idéal du moi ou on est loin même d'une position cartésienne. Je pense, donc je suis. Sauf que on pourrait dire aussi bien ça pense en moi et ça pourrait me faire être. L'individuation, je poursuis, ce n'est pas le primat de la subjectivité. La psychanalyse, comme vous le savez, a beaucoup parlé de l'émergence du sujet. Il faut savoir ce que ça veut dire. Si ça veut dire ne pas être possédé par les énergies de l'âme, si ça veut dire ne pas être possédé par les grandes images, si ça veut dire ne pas être possédé par ce que la patristique appelait les passions de l'âme, oui, je suis tout à fait d'accord. L'émergence du sujet est le but de la psychanalyse. Mais si on croit que l'émergence du sujet, c'est l'affirmation d'une subjectivité, là, on se trompe complètement. On se trompe complètement pour la raison principale que ce qu'on appelle généralement subjectivité, ce n'est qu'un fatras d'informations collectives. Alors les gens sont très contents, nous sommes très contents, je suis très content à certains moments de dire je sais que, je crois que, etc. Et j'ai la certitude que, en fait, il y a une très, très, très grande part de croyances collectives dans tout ça. Et justement, l'individuation, sans méconnaître tout à fait l'influence du collectif, c'est se dégager de ça. Pour trouver son chemin, si possible, sans imiter personne. Alors, vous allez me dire que je suis libertarien. Non. Trouver son chemin sans imiter personne. Jung a je fais une digression, dit que le Christ est le seul qui n'a imité personne et qu'on doit prendre exemple sur lui. Bon. Sans imiter personne, à condition de rester relié à une source intérieure, à condition... Il ne s'agit pas de nier toutes les traditions seulement. Il ne s'agit pas de les gober telles quelles, surtout quand elles n'en sont plus adaptées. Il s'agit d'essayer de trouver sa voie en fonction des informations que l'on va puiser ou que l'on va extraire ou que l'on va réceptionner qui viennent du fond. Ce qui suppose tout de même beaucoup de discernement. Le paradoxe, c'est qu'on ne peut trouver sa voie qu'en étant bien accompagné.
D'ailleurs, et là encore, c'est une des nombreuses contradictions que l'on trouve dans le livre rouge. Ces contradictions, d'ailleurs, n'étant en fait que des vérités qui se complètent. Dans le livre rouge, Jung commence par nous dire arrêtez de croire que vous allez être sauvé si vous priez tel ou tel Dieu, le Christ, etc. Vous devez être vous-même des Christ et vous devez vous sauver vous-même. Et en même temps, on ne peut le faire que si on a un appareil psychique convenable, évidemment, une armature, une culture et un bon accompagnement. Je viens de dire que l'on trouve, et d'ailleurs Stanislas avait dit dès le départ, que l'on trouve beaucoup de contradictions dans le livre rouge. En fait, Jung, bien avant, je ne sais plus comment il s'appelle, le sociologue Edgar Morin, nous apprend à penser la contradiction. Il nous introduit dans une intelligence complexe. Il nous dit, vous devez vivre avec des contraires. Vous ne pourrez peut-être pas les vivre en même temps, mais successivement, mais vous devez embrasser des contraires. Vous devez être capable de considérer en même temps le sens et le contresens. Eh bien, cette leçon, on aimerait qu'elle soit davantage entendue, parce que l'incapacité à rentrer dans cette intelligence complexe est une des sources principales du mal, et d'un mal objectif. Ouais. Alors, si on parle du mal, là aussi, dans des questions, le livre rouge est d'une richesse telle qu'on pourrait parcourir des quantités de sujets. On pourrait parler de la théorie du genre qui est déjà contenue, enfin, de certains aspects de la théorie des genres, je dirais les plus intelligents, qui sont déjà contenus dans le livre rouge. On pourrait parler à l'infini de la richesse de la philosophie alchimique qui est déjà pressentie dans le livre rouge. On pourrait parler de ce qu'est l'expérience spirituelle aujourd'hui, de ce qu'elle pourrait être au-delà des confessions religieuses et ce qu'elle devrait être parce qu'elle est vitale. On pourrait parler aussi des exercices spirituels que sont l'écoute des rêves et l'imagination active. On pourrait parler et c'est ce dont je vais parler maintenant, parce que ça intéresse les cliniciens, d'une façon de se situer face à l'inconscient. En fait, il y a de la magie dans l'inconscient. Il y a de la magie, mais non pas une magie noire que vous pourriez manier vous-même. Il y a de la magie en ce sens qu'il y a des choses qui surgissent quand on se concentre sur l'inconscient, quand on accepte de mettre à l'épreuve ce qui doit être mis à l'épreuve, de regarder notre ombre et ce qui doit être regardé, on se rend compte qu'il y a quelque chose de nouveau qui surgit, qu'il y a des symboles qui apparaissent pour nous aider à résoudre nos contradictions ou à les vivre. Des choses qui ne sont pas du tout à la mesure de la conscience laissée à elle seule. Et ça, vous trouvez ça dans le livre rouge. C'est, à mon avis, bon, moi j'en parle pas mal dans mon bouquin, c'est une des choses les plus intéressantes sur le plan clinique. Vous ne vous contentez pas de relire votre vie, vous ne vous contentez pas d'un discernement plus affirmé, tout ça,
la relation à l'inconscient le permet, bien sûr. Vous réceptionnez des symboles, des énergies primordiales dans la mesure où vous avez fait votre part du boulot. Jung disait, si l'inconscient personnel est suffisamment travaillé, l'inconscient collectif s'ouvre de lui-même. L'inconscient collectif, ce sont des influences archétypiques. Ce n'est pas une mémoire, hein, l'inconscient collectif. C'est aussi une mémoire, mais ce n'est pas ça véritablement l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, ce sont les schèmes qui ont donné naissance à tous les mythes et qui se renouvellent de génération en génération, d'époque en époque. Mais c'est un peu comme les lois du monde. C'est comme si vous vous reliez aux lois du monde, l'inconscient collectif. C'est comme si vous vous reliez à la structure de l'univers, au macrocosme, pour devenir vous-même un microcosme qui est en accord avec ce macrocosme. L'inconscient collectif, c'est, on pourrait dire, la matière qui nous parle. Ça, c'est très important. L'inconscient collectif, c'est la nature qui nous parle. Voilà. On conçoit ainsi l'importance de se tourner vers une telle source, de profiter de cette richesse qui ne se découvre, qui ne se délivre que dans la mesure où nous avons suivi une ascèse rigoureuse comme celle que propose toute psychothérapie et toute psychanalyse digne de ce nom. Voilà, que dire de plus? Il y a tellement de choses à dire. Je vais vous lire quelque chose qui me tient à cœur. Ah oui, bon, le livre rouge, comme vous le savez, a été traduit en français et en anglais et apparu il y a une dizaine d'années, un peu plus, 15 ans maintenant. Pourquoi si tard? Ben parce que Jung ne voulait pas le publier de son vivant, parce que les héritiers ont freiné, pour tout un tas de raisons. Il est significatif que le livre sorte maintenant, parce que c'est un livre qui indique quel est le prix à payer si l'on veut éviter que les catastrophes perdurent ou recommencent. Le prix à payer, c'est l'œuvre noire. Et peut-être que la parution récente du livre correspond à une synchronicité et que le sens, c'est que de plus en plus de personnes sont appelées à vivre une œuvre noire. Donc, pour faire court, à se détourner des bondieuseries, des idéalismes, des prétentions, de la volonté de puissance, etc. C'est peut-être une tâche urgente pour un plus grand nombre. Bon, je le dis, je le redis, je le redirai 100 fois, dans le livre rouge, les idéaux sont ridiculisés. Oui, donc, est-ce la voie d'un plus grand nombre? Alors, je vais vous lire ce que j'ai écrit dans un des chapitres de mon bouquin. Qu'est-ce que l'expérience religieuse aujourd'hui en Occident? En quoi la psychologie jungienne se distingue-t-elle de ce sur quoi elle s'appuie inévitablement, qu'elle conteste, qu'elle tente de vivifier ou de renouveler, à savoir en particulier la voie chrétienne? Si j'étais indien, je pense que je tiendrais le même propos. Si j'étais musulman, je tiendrais le même propos. Je tiendrais le même propos, quelle que soit
la tradition et la confession religieuse. Mais, puisque je suis d'abord chrétien, je parle à ce niveau-là comme Jung. Est-ce que le livre rouge précise le message de l'incarnation dans un sens vivant qui concerne davantage la totalité de l'homme? Vous savez, avoir l'esprit clair, c'est bien. Mais si le corps entier rayonne, c'est mieux. Voilà. Et dans le livre rouge, il y a cette préoccupation. On a parfois pris l'habitude d'opposer sommairement l'ambition humaniste à la perception de la transcendance. On a pu croire défricher des terres inconnues, explorer des ciels nouveaux, en séparant la psychothérapie des voies traditionnelles. Contester une distinction trop rigoureuse entre le domaine psychique et l'espace spirituel correspond à une exigence aujourd'hui. S'il est vrai que des travaux de nettoyage et de déblaiement auxquels on procède lors d'une psychothérapie précèdent nécessairement l'ouverture à d'autres dimensions de la psyché, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'inconscient collectif s'ouvre de lui-même dans la mesure où l'inconscient individuel a suffisamment été travaillé, l'inconscient personnel a suffisamment été travaillé. Donc, si on peut, à la rigueur, considérer que l'exploration des complexes que l'on fait en psychanalyse est un préalable qui ne se confond pas avec la vie spirituelle, mais la rend possible, il n'en est pas moins vrai, et ça, il faut y faire attention dans nos accompagnements thérapeutiques, que dès l'abord, dès le début, quand on écoute les rêves, le non-moi se manifeste. Et ce non-moi, ce n'est pas seulement le diable. Hein. Ce non-moi, c'est la possibilité d'un élargissement considérable. Ce non-moi se manifeste d'ailleurs par des rêves, par des émotions, par tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que dès le début d'une thérapie, d'une analyse, il y a de la transcendance qui vient nous troubler. Il y a un autre qui frappe à la porte. Cet autre pouvant d'ailleurs être une énergie de vie, cet autre pouvant être une autre conception du monde, cet autre n'étant pas, il faut le concevoir, même s'il s'exprime dans nos rêves et dans nos visions, comme une entité psychophysique. Les alchimistes appelaient l'énergie psychophysique le mercure. Le mercure, il a pour propriété de nous transmuer âme, esprit et corps. C'est peut-être d'ailleurs la différence entre la voie alchimique et la voie jungienne et les voies spirituelles traditionnelles. C'est qu'on travaille avec un esprit qui est un esprit de nature. Quand vous écoutez vos rêves, quand vous recevez vos visions, vous travaillez avec un esprit de nature. Vous n'êtes pas en train de sortir du monde. Voilà. Il fait partie de ce mystère que l'homme ne soit pas sauvé par le héros, comme on nous le dit dans les églises, mais qu'il devienne lui-même un Christ. Et les profondeurs te contraindront à rentrer dans le mystère du Christ. Alors là, ça fait l'objet de plusieurs chapitres dans le livre rouge que je commente. En fait,
Ce n'est pas par hasard que dans l'iconographie traditionnelle, la crucifixion est représentée avec deux larrons, un à droite et un à gauche. Il est crucifié entre les opposés. Et nous, devenir des Christ, c'est accepter d'être crucifié entre les opposés. Que les choses ne sont pas ceci ou cela, qu'elles sont ceci et cela. Que je n'ai pas raison dans tous les cas, que ma grandiloquence doit être délaissée, ou ma grandiosité, pour employer les termes de la psychothérapie post-freudienne, mais bon, que je dois embrasser mes contradictions comme je dois embrasser les contradictions et la richesse des contradictions de l'autre. Ça, c'est tout le travail que l'on fait avec les états limites. Hein. C'est le travail sur les relations d'objets. Hein. Mais cette crucifixion entre les opposés, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Il y a certaines situations de la vie lorsqu'il faut renoncer à ce qu'on a souhaité par-dessus tout, lorsqu'il faut accepter de donner la mort à un attachement, et Dieu sait si ça arrive dans les relations amoureuses, où on vit ces crucifixions. Il y a ne serait-ce que renoncer à avoir raison. C'est une crucifixion terrible. Là, le sacrifice, la notion de sacrifice, est au cœur du livre rouge. Mais ce n'est pas un sacrifice doloriste, ce n'est pas un sacrifice de renoncement à la richesse de la vie. Non, c'est faire le sacrifice de la prédominance de l'ego, qui n'est pas pareil. C'est faire le sacrifice de l'hubris, de l'orgueil, de la conscience qui se croit affranchie de quelque chose qui était là depuis toujours, que l'on croit ou que l'on ne croit pas. Bon, moi, je n'ai pas de croyance particulière, mais d'ailleurs, Jung le disait, que vous croyez au Dieu, au diable, ça m'est complètement égal, pourvu que vous soyez conscient qu'il y a quelque chose qui vous dépasse. Et ça, c'est très important aujourd'hui. Jung insiste sur la nécessité de considérer ce qui est petit en nous. Et aussi sur la sagesse qui consiste à accepter l'impuissance parfois, de ne pas pouvoir. Accepter de ne pas pouvoir. Bon, enfin bref, c'est l'idée. Accepter le non-pouvoir. C'est pas très occidental, hein, on n'a pas été élevé comme ça. Hein. Voilà. Bon. Je ne vous parlerai pas de la question du mal parce qu'elle est très très complexe. Il commence à l'élaborer dans le livre rouge. Disons que, bon, ça c'est une des hypothèses de Jung, donner une part au mal. Ça ne veut pas dire lui succomber, mais ça veut dire accepter qu'il fasse partie de notre vie et qu'on ne peut pas s'en passer. Mais ça mériterait toute une soirée, je ne veux pas l'aborder ce soir. Voilà. Que vous dire ben,
On pourrait parler un petit peu d'imagination active, parce que c'est un recueil de visions, le livre rouge. Il y a plus de visions que de rêves. L'imagination, et c'est d'ailleurs le moment où Jung invente ou redécouvre, parce que ça avait été pratiqué avant lui, ce qu'il a appelé ensuite l'imagination active. Euh, Lorsque vous vous affrontez à un problème insoluble, lorsque vous êtes dans un dilemme euh, considérable, lorsque vous vous trouvez devant une aporie, quelque chose qui ne peut pas être décidé, lorsque vous souffrez de contradictions aiguës, lorsque vous êtes dans une situation cornélienne, bref, lorsqu'il y a un affect, vous pouvez partir de cet affect, vous concentrer, vous détendre et demander à cet affect de s'imaginer, de s'imager en vous. Donner une forme imagée à cet affect. Ça pourrait être une image d'ailleurs, ça pourrait être une parole, ça pourrait être un son. Bon, il y a d'autres façons de pratiquer l'imagination active, je ne m'étends pas. Et rentrer en dialogue avec ce qui vient. Le considérer soigneusement, le clouer sur le lit de Procus sans le laisser s'échapper et rentrer en dialogue avec ce qui vient. L'imagination active consiste à déjà laisser émerger des visions, ce qui n'est pas du tout facile parce qu'on n'est jamais sûr qu'on n'est pas en train de se fabriquer, que de se faire des films, comme on dit. On n'est jamais sûr que c'est une expression vraiment qui vient d'ailleurs, enfin d'ailleurs, d'un ailleurs de nous-mêmes, mais d'ailleurs. Et une fois que c'est apparu, contempler, méditer ce qu'il a, et puis dialoguer avec si c'est possible. Et puis dans un troisième temps, interpréter. C'est une autre façon de se mettre en relation avec l'inconscient que l'écoute des rêves, qui est à la fois beaucoup plus difficile et, selon les témoignages, très efficace. Voilà. Bon, ben, je voudrais conclure là-dessus et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, monsieur. Et S'il ce y que en je a. trouve intéressant dans votre livre et que j'ai trouvé, c'est ces passages que vous avez fait imprimer avec votre éditeur en gras, avec ces phrases qui ressortent comme un peu des mantras ou ces phrases que vous avez extraits du livre rouge ou même de, des extraits d'un écrivain que j'aime beaucoup, Romain Rolland, qui a écrit beaucoup sur Jung. Et il y a quelques phrases que je voulais lire, que je trouvais intéressantes, qui sortent de votre ouvrage. Par exemple, le Christ, ce qui a pu être su et est digne de l'être, il ne l'a pas enseigné, il l'a vécu. Oui, J'ai eu d'autres phrases aussi. Il est difficile de rester fidèle à l'amour, car l'amour est au-dessus de tout péché. C'est un oui. péché que de priver l'autre. Chacune de ces phrases pourrait être méditée pendant plusieurs jours. Exactement, c'est pour ça que je les ai sortis pour ce soir et que j'ai trouvé ça extraordinaire dans votre livre. Et je félicite votre éditeur aussi de les avoir mis comme ça au fil de votre livre en gras. C'est un péché que de priver l'autre de son soi dans l'intention d'être soi-même vertueux, par exemple en s'imposant à soi-même de porter la charge de l'autre. Ah oui, alors Jung règle son compte à l'altruisme. Alors pour lui, l'altruisme d'abord est une projection, c'est-à-dire qu'on s'occupe de soi, on se sert de l'autre pour s'occuper de soi, et ensuite on évite à l'autre de vivre ses épreuves. Hein. Il ajoute quand même, sauf si on vous demande l'aide, Tout à mais fait. n'allez pas au devant.
Hein, ouais. Et justement, Et on Romain a Roland, tellement mis l'accent dans notre culture, d'abord chrétienne, puis maintenant post-chrétienne, républicaine, ce que vous voulez, sur ce devoir d'aider l'autre, de créer une société parfaite, etc., etc. Mais ça mérite d'être mis en doute. Voilà. Pour parler. hein, tout à fait. Mais j'ai retrouvé l'extrait de Romain Roland qui lui a consacré donc une biographie, écrit avec mon sang et celui de certains de mes patients, difficultueusement et nourri de mes propres questionnements. Ah, ça, c'est moi qui ai écrit ça. Ah oui, je pensais que c'était une. Donc c'est voilà, je trouve ça Non, excellent. non, 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 c'est moi qui ai écrit ça. Ça, j'ai écrit ça à propos de mon deuxième livre sur les énergies du mal. Mon premier livre, avec le travail des rêves en psychothérapie analytique jungienne, avait pour objectif de témoigner de l'intérêt de connaître la psychologie alchimique, la symbolique, l'herméneutique jungienne dans le travail des rêves. Parce que si on ne connaît pas ça, on peut accompagner les gens jusqu'à un certain point, mais on cale après. Bon. Le deuxième rêve, c'était qu'est-ce qu'on fait avec les énergies qui peuvent conduire au mal si on ne les métabolise pas. Voilà. Bon, celui-ci, le troisième, est une méditation sur l'origine de la psychologie analytique et sur. Puis c'est pas seulement une méditation sur l'origine de la psychologie analytique, c'est une méditation sur ce qui a toujours été laissé de côté, même par les Jungiens, parce que c'était trop brûlant. Et on trouve dans le livre rouge des choses qui véritablement ne sont pas encore considérées, y compris par un certain nombre de Jungiens. Et je dirais le Jungien moyen, quoi. Je ne parle pas des Freudiens, etc., qui, eux, sont ailleurs. Je vais vous lire un dernier extrait. L'esprit des profondeurs a fait éteindre en moi l'enthousiasme pour les idéaux de ce temps. Ah ben ça, c'est clair. Il m'a Ça, privé de la parole et de l'écriture pour tout ce qui n'était pas au service d'eux. Cette fusion du sens et du contresens qui produit le sursens. Je trouve cette phrase extraordinaire. oui, fusion du sens et du contresens, je vous en ai parlé, c'est être capable d'accepter l'autre, mais l'autre en nous, et un tout autre point de vue, et accepter que nos entreprises connaissent l'échec, et peut-être euh, accepter qu'un paradigme nouveau tente de se frayer un chemin à travers des choses qui, à l'intérieur de nous, comme à l'extérieur peut-être, semblent extravagantes. Voilà, donc il faut ouvrir, quoi. C'est pas facile, hein. Pas facile de renoncer à ses convictions. Tout à fait. Il y a sûrement des questions, des réflexions, des avis. Euh, Marie-Claude aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous vous intéressez à Jung et que vous n'en connaissez pas grand-chose, eh bien, ça peut être intéressant de commencer par le livre rouge et par mon bouquin. Ça peut être intéressant. Oui, je l'ai vraiment trouvé, c'est ce que je disais en début de cette soirée. Et vous avez un style très, c'est pas compliqué, c'est comme un roman, enfin, c'est comme une histoire et c'est vraiment C'est-à-dire, je n'utilise pas du tout les langues vernaculaires tout à de fait. la psychothérapie et de la psychanalyse. Tout à fait. Je n'ai même, y compris même les items jungiens, je n'utilise pas beaucoup. Bon, cela dit, bon, je relisais quelques écrits d'élèves de Lacan, mais je me disais, mais c'est incroyable. C'est une langue vernaculaire d'une complexité extravagante. Hein, voilà. Alors, je suis persuadé que quand on la possède, on doit se régaler, mais
Mais Jung a un côté, un petit côté, il y a un petit côté de magique, il y a quelque chose de toute sa vie, qu'il ait voyagé et qu'il ait fait des choses, d'aller physiquement dans des pays, dans des régions. Pour l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez avant-gardiste. Et puis c'était quelqu'un qui était un peu... Ah ben, par certains côtés, il était non-conformiste. Pas par tous, hein. Politiquement, c'était un bon conservateur, ouais. mais par certains côtés, il était très non-conformiste. Que ce Bah, soit dans... d'avoir eu une femme et une maîtresse en même temps pendant 30 ans, c'est pour l'époque, ce qui était assez... Voilà. Oui, Et oui. son, et son Ça a idée de pas... maison, de construire sa tour dans son jardin avec les plans qu'il avait dessinés lui-même, Mais il c'était... était branché sur l'inconscient, il n'était Ouais. pas branché sur les items communs, il était branché sur l'inconscient. Bon, ça le rendait singulier, original, naturellement. Bon, si vous êtes branché sur l'inconscient, vous ne pouvez plus penser comme le commun des mortels, c'est pas possible. C'est pas possible. Euh, euh, L'inconscient nous apprend à ne plus vivre seulement dans le désir des autres. On ne peut pas ne pas vivre totalement sans le désir des autres. On est obligé d'y souscrire, on est obligé de s'adapter, mais quand on est relié à l'inconscient, et surtout depuis des années, on ne pense plus comme les autres. Et on se moque un petit peu même de ce qu'ils pensent, quoi. Il faudrait peut-être que nos hommes politiques soient reliés à leur inconscient un peu plus souvent. Ben, c'est-à-dire on peut se dire que s'ils n'en ont pas éprouvé le besoin jusqu'à présent, c'est qu'ils avaient la trempe pour devenir des hommes politiques. Non, mais bon, chacun a sa place. Il y a des gens qui sont quand même nés pour porter des charges importantes sur le plan extérieur. Il y en a d'autres qui sont nés pour porter des charges, leurs propres charges, ou des charges importantes sur le plan intérieur, comme les thérapeutes. Chacun a sa place. Voilà. Bon, je ne sais pas du tout si j'ai répondu à l'attente des auditeurs, là, parce que je Je me suis pense laissé. ils osent pas peut-être parler, mais ils vont. J'ai retrouvé une dernière phrase avant que quelqu'un se lance. Je dus reconnaître que mon âme est une enfant et que mon Dieu dans mon âme est un enfant. Oui, alors, c'est vrai. Il ne s'agit pas d'être infantile, mais d'avoir la candeur d'accueillir quelque chose qui peut sembler impossible ou extravagant. Voilà. Mais il ne s'agit pas d'être infantile. Ben, retrouver cet esprit d'enfance, c'est peut-être savoir oublier que l'impossible est possible. Non, savoir oublier, oui, que l'impossible est possible, c'est ça. Donc, savoir que l'impossible est possible. Voilà, c'est compliqué là en français. Mais ce qui est intéressant aussi, parce que j'en parle avec mon psy au Portugal qui est allemand et qui me dit à chaque fois, c'est traduit de l'allemand, donc il pense que, il me dit que souvent, je vais vous le dire en portugais parce que le portugais est plus subtil et plus poétique que l'allemand, donc il a voulu dire comme ça. Donc c'est aussi intéressant d'un auteur qui n'est pas francophone. Donc il faut penser aussi à la Suisse, à ce qu'on sait de la Suisse et d'où il était. Voilà, c'est pas Hum, inintéressant. hum. Juliette, je vois que tu es très interrogative. Je vais lancer, je vais interroger des personnes. Je vois, Non, donc, mais Je poserai ma question après. Vas-y, Julie. ah, vas-y. pardon. Bah, déjà, merci, c'est remarquable. Vous écoutez, c'est éblouissant. Rien que ça, c'est une caresse pour l'âme. Et moi, vous me donnez envie vraiment de plonger dans Jung. Je vais commencer par votre ouvrage, en effet. J'ai déjà lu ma vie, mais ça, voilà, ça n'a pas été une révélation. Et là, je crois que ça fait œuvre de révélation parce que tout simplement, je suis prête à faire cette rencontre, je crois. Donc, grâce à vos mots, grâce à votre manière de le transmettre,
C'est une belle Merci, perspective, c'était un surtout dans peu notre époque troublée. Voilà, une époque comme ça qui est remplie de pulsions de mort et de chaos. Ça, voilà, c'est parlant. mais il y a urgence Oui, à se relier, à se relier à une profondeur et à s'affronter à des énergies. Vous savez, mais le travail sur les passions de l'âme, parce qu'on le trouve dans le livre rouge, c'est pas Jung qui l'a inventé. Vous trouvez, ça c'est la grande richesse de la psychologie chrétienne des pères de l'Église, hein, le travail sur les passions de l'âme. Sauf que ils, à l'époque, ils avaient défini l'objectif, les pères de l'Église, mais ils donnaient pas vraiment les moyens, un petit peu, mais pas vraiment. Alors que Jung, il nous donne les moyens de travailler ces passions de l'âme. Bon, cela dit, c'est pas facile, hein. Quand vous êtes dominé par la colère, et Dieu sait s'il y a des occasions de l'être, soit parce que notre histoire personnelle le, le justifie, soit parce que l'observation du monde nous en convainc, euh, ben, travailler la colère, vous savez, c'est travailler des énergies considérables. Et euh, ne pas se laisser empoigner par des certitudes qui vont vous conduire à dénigrer l'adversaire ou à le haïr, c'est pas facile non plus. Mais ça, que ce soit dans notre vie privée, c'est pas vrai seulement au niveau des nations, c'est vrai dans notre vie privée. Voilà. oui, c'est une invitation à commencer par son propre lieu de lumière et de joie aussi. C'est ce qu'on entend dans ce que vous dites. La rencontre avec la torpeur permet aussi une échappée vers la joie. Une joie qu'on pourrait Alors, qualifier d'essentielle. la joie viendra toujours, la joie venait toujours après la peine, comme dans le Pont Mirabeau, Bien sûr, bien hein, sûr. le poème d'Apollinaire. Hein, mais il y a de la peine. C'est-à-dire, si vous vous contentez, bon, peut-être qu'il y a des gens qui sont naturellement portés vers la joie et qui n'ont pas besoin de plonger dans ces ombres dont je parle. Mais pour beaucoup, il faudra plonger dans les ombres avant de trouver la joie. Déjà, la traversée analytique n'est pas un long fleuve tranquille. Hein, Non, c'est déjà il paraît. tortureux, tortueux. Tortueux, oui, il paraît. On tue aussi, voilà, Et selon torturant, et tortueux torturant, et et voilà. torturant. Mais votre livre m'a vraiment donné de la joie, m'a donné une étincelle. C'est vraiment quelque chose de. ça- Écoutez, je m'en réjouis parce que moi, il m'a plongé dans oui, des oui, arbres ça a dû être terrible, oui, pour vous. terribles, le livre rouge. Il y a Marie-Claude, je vous ai coupé la parole tout à l'heure, pardon. Puis après, il y a Oui, Michel qui veut oui, il parler. y a Michel qui voudrait parler. Moi, j'avais une question. Je me demandais si finalement la jeunesse était condamnée à être dans la peine, puisqu'il faut traverser, aller dans le chaos. Est-ce qu'il y a un âge finalement pour l'individuation? Non, non, comment dire? Le problème, c'est que il faut à la fois un corps en bonne santé, un caractère relativement affirmé, une culture et, euh, et être bien accompagné. Ça fait beaucoup de conditions. Alors, les jeunes gens, euh, tant mieux si le plus grand nombre réunit ces conditions, mais j'observe que la culture est en train de s'effondrer, que la, la douleur est souvent mise hors jeu, que la facilité est la règle. Bon, j'ose espérer que derrière la moyenne que l'on peut observer, il se trouve des individus singuliers, de plus grand nombre d'individus singuliers
qui peuvent vivre dans l'exigence, parce que l'individuation, ça suppose une exigence. Et l'exigence, c'est pas un truc à la mode. Hein. Voilà. Merci. Michel? Et quand Jung nous dit, mais arrêtez de croire que le Christ va vous sauver, il a sauvé personne, vous pouvez transposer à d'autres niveaux. Il dit à un moment donné, son maître intérieur, Philémon, dans le livre rouge, dit de manière sarcastique que le Christ a rendu les hommes cupides, c'est-à-dire qu'ils attendent d'être sauvés sans contrepartie. Bon, c'est-à-dire se contentant de s'agenouiller, de prier, mais vous pouvez transposer aujourd'hui sur le plan social et politique. C'est la même chose. Être sauvé sans contrepartie. Voilà. Bon, on s'égare. Michel? Oui, je voudrais remercier Bertrand parce que franchement, c'est une richesse et je voudrais, dans ma petite contribution, parler d'un auteur qui s'appelle Maryse Choisy. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une femme qui a été une journaliste dans les années 20-25 et Maryse Joigny. Choisy. Oui, Choisy. Et son titre, Maryse Choisy. Maryse, oui, Maryse, avec un Y. Et elle a écrit ses mémoires de 1925 à 1939. Et elle disait, sur le chemin de Dieu, on rencontre d'abord le diable. Oui. Ça nous ramène à ce que tu viens de nous dire, qu'il faut passer par des zones d'ombre. Elle a passé un mois, par exemple, dans un bordel. Elle était domestique, mais elle a écouté beaucoup. À l'époque, c'était scandaleux qu'une femme puisse aller dans un bordel, même si elle ne participait pas, hein, du tout, mais en tant que domestique. Mais elle a fait le journal, ça a fait scandale. Et puis, elle s'est fait couper les seins, elle est partie au mont Athos. Ah oui. Voilà, une femme absolument incroyable, et ce mémoire, ça m'a fait penser à elle, tout ce que tu as dit, de ce parcours dans les, disons, dans les obscurités, et même quelquefois de tomber, même dans des expériences un peu sulfureuses, mais sur le chemin de Dieu, on rencontre d'abord le diable, mais il ne faut pas avoir peur. Donc je pense que tout ce que tu as dit, mais ça éclaire énormément et ça fait en quelque sorte écho à ce livre que, disons, que je présente, mais elle a écrit d'autres livres remarquables parce que c'était une femme reporter qui a fait des choses que en 1925 c'était impensable. Elle est allée en Inde, elle est allée Inde et Tibet. Donc, elle a écrit Un mois chez les filles. Bon, mais on la lira. Alors, tu Voilà. parles du diable. Dans le livre rouge, il y a plusieurs chapitres où Jung est en imagination active, rencontre le diable et dialogue avec lui. Et il nous prévient qu'il faut savoir discuter avec le diable, avoir une discussion serrée. Il ne s'agit pas de tomber en son pouvoir, mais il s'agit de savoir ce qu'il veut. Bon, Jung était raide, hein, c'était un bon fils de pasteur, raide, coincé, et il a dû faire des cures d'assouplissement. Et le diable, justement, lui impose ces cures d'assouplissement. Mais quand je dis cure d'assouplissement, c'est-à-dire qu'il a été amené à vivre dans sa vie des choses qui n'étaient pas catholiques ou protestantes, quoi.
les voies de la Providence sont impénétrables et les chemins qui mènent à ce que les hommes appellent Dieu ne sont pas forcément balisés selon l'orthodoxie de la Sainte Mère Église catholique, apostolique, romaine ou autre. Et effectivement, bon, cette jeune femme de l'époque, elle a troqué ses chaussettes blanches contre des bas noirs, comme dans la chanson. Hein. Alors, c'est un peu excessif, mais à l'époque, ils faisaient ce qu'ils pouvaient tous. On n'est pas obligé de passer à l'acte. Voilà ce que je voudrais ajouter. On n'est pas obligé de passer à l'acte, se couper les seins pour se faire admettre au Mont Athos. C'est une version héroïque du martyr chrétien des premiers temps. On comprend bien qu'il y a une soif de dépassement. Mais justement, on peut se demander si cette soif de dépassement n'est pas excessive. Et s'il ne serait pas juste, aujourd'hui, de renoncer à un tel idéal héroïque. Parce que le diable, il y a des moyens très simples de le rencontrer. Il suffit de tomber amoureux et de vivre avec l'autre. Et je vous assure que le diable, on le rencontre vite. Et que c'est une voie qui est moins spectaculaire, mais qui a autant de valeur. Voilà. Merci. Juliette? Personne peut-être? Ah, Oui, Juliette. justement, j'allais poser la question du dolorisme. Est-ce que cette méthode de l'imagination active peut s'accompagner aussi d'une certaine forme de douceur? Parce que ce que vous en dites, c'est vrai que ça donne une idée christique et doloriste. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup mis l'accent sur les difficultés, alors que l'on vit aussi des grâces. C'est-à-dire que j'ai parlé de ces situations cornéliennes où on ne savait plus à quel sein se vouer et où on ne savait pas quel parti prendre et où l'on était déchiré entre des devoirs et des contradictions. Et à ce moment-là, en imagination active, peuvent surgir des symboles, pardon, qui sont comme des baumes, qui sont, qui sont comme des baumes et qui, voilà. Oui, oui, non, mais vous avez raison de me reprendre. Il y a bien des caresses sur l'âme, alors ça va. Oui, oui, non, non, mais On bien y sûr. rentre avec quand même un petit peu de motivation parce que Non, la mais bien période est sûr qu'il y tellement a des lugubre grâces. que… Bien sûr qu'il y a des grâces, mais bon, je viens de lire un livre sur les béguines. Vous savez, les béguines, c'était ces femmes qui vivaient en dehors des règles, mais qui vivaient entre elles, sans hommes, et qui étaient proches des mystiques, qui étaient dans la tradition mystique, plus ou moins. Et elles aspiraient à des grâces, mais dans leur vie, celles qui en ont eu, ça a été la plupart du temps quand même après des tourments et ça se paye. Ça Ça permet se de les paye. apprécier. Hein. Le tourment permet d'apprécier la grâce. Mais il arrive aussi que quand vous démarrez une analyse, vous ayez de très beaux rêves. Mais alors des rêves qui, bon, et puis après, ben vous avez des rêves épouvantables et après il y a le fumier qui arrive. C'est-à-dire que ça, c'est un conseil pratique. Si vous devez accompagner des gens qui rêvent, il faut prêter attention à tous les rêves, hein, pas seulement ceux qui sont beaux. Et il ne faut pas rechercher ces grâces. Elles vous seront données par surcroît. Hein? Elles vous seront données par surcroît, les grâces. Oui. Mais elles peuvent être données d'entrée de jeu
pour attirer le chaland, si je puis dire. Monsieur, est-ce que vous conseillez de faire cette analyse jungienne avec cette spécificité hein, de plonger dans l'ombre après une première analyse, pourquoi pas un dispositif freudien classique Ah, mais pour bien nettoyer un entendu. peu le moi, ou est-ce qu'on peut commencer directement une analyse jungienne comme ça avec Bon, pesé. ce sont les hasards de la distribution des thérapeutes qui font D'accord. qu'à un moment donné, vous commencerez avec un freudien ou un lacanien ou un gestaltiste ou je ne sais qui, enfin bon, ou des thérapeutes intégratifs. Mais vous pouvez aussi commencer avec un jungien parce qu'on on possède bien on possède bien la psychothérapie standard, la psychanalyse, on la connaît aussi. Mais euh, ceux qui ont déjà eu la chance d'être bien accompagnés par des thérapeutes de différentes obédiences peuvent avoir beaucoup d'intérêt à, dans un deuxième temps, si nécessaire, si l'appétit leur vient, s'ils le sentent ou si c'est indispensable, travailler de manière jungienne. Et là, en mettant le rêve au premier plan, l'imagination active également. Là, J'entends qu'il y a quand même une maturité nécessaire pour arriver, c'est ce que disait un petit peu Marie-Claude. Il y a quand même une maturité pour cette forme d'autonomisation, de différenciation, il me semble. alors, J'ai tort, hein. je ne vous contredirai pas forcément. Ouais. Personnellement, je préfère accompagner des gens qui ont déjà travaillé avec d'autres avant. Et voilà. Mais bon, voilà. Je vois que nous arrivons à 21 heures et qu'il n'y a pas d'autre. On vous remercie beaucoup. Et j'ai retrouvé une phrase de votre livre qui est intéressante pour cette fin, qu'on pourra tous méditer ce soir. Brise le Christ en toi afin que tu accèdes à toi-même. Oui, oui. Dire que c'est nous qui devons nous sauver. Hein. Bon, il a montré la voie, mais on n'a pas à l'imiter. Brise le Christ en toi, ça veut dire ne limite pas. Ne limite pas, ne fais pas du mot à mot. Voilà. Ça veut dire ça surtout. Et je veux dire, alors, le livre est disponible en librairie maintenant, à la FNAC, si on est patient. Alors, sur Amazon, bizarrement, il y a des frais de port très importants. Je ne sais pas ce qui se passe, mais... Ah, j'ai oublié de vous poser la question. Pardonnez-moi, Bertrand, de vous couper. La couverture, vous m'aviez dit que c'était une artiste et vous n'avez pas parlé de cette sublime Alors, couverture de votre la livre. couverture c'est Caroline White. Caroline White était une amie sculpteur britannique qui faisait des bronzes monumentaux, dont certains se trouvent d'ailleurs en bonne place dans des fondations, qui faisait également des tableaux, des aquarelles, tout un tas de choses. Et là, il se trouve que elle avait concouru pour euh, un diocèse, pas dans ses habitudes, c'est pas une grenouille de bénitier, mais enfin là, elle avait concouru. Par contre, elle aimait beaucoup l'art sacré. Elle avait concouru pour un diocèse, elle n'avait pas été retenue, mais le vicaire ou le chambellan, je ne sais quoi, lui avait dit, oh, ça m'intéresse, est-ce que vous pourriez quand même continuer et puis, je suis allé la voir et elle m'a montré ce qu'elle faisait. Et quand j'ai changé le titre de mon bouquin, très récemment, je me suis dit, mais au fond, je pourrais m'inspirer de ce qu'elle a peint. Et c'était sa dernière œuvre, parce qu'elle est morte juste avant Noël. Et elle était très, très contente. Elle ne savait pas qu'elle allait mourir. Hein. Elle est morte subitement. Elle était très, très contente que j'utilise son dessin, sa peinture, pour la couverture du livre. Voilà. Donc pour moi, c'est une joie que Caroline White ait donné la couverture à mon livre. Voilà. D'autant que c'est une joie et cette amie m'avait fait lire peu avant
un livre qui m'a beaucoup marqué de Stefan Zweig, qui s'appelle Conscience et violence, qui raconte la vindicte de Calvin contre Sébastien Castillon et celui qui l'a fait brûler, là, j'ai oublié le nom. Voilà. Et Sébastien Castillon, c'était l'ancêtre des Lumières, 2 ou 3 siècles avant, comme Erasme. Voilà. Merci beaucoup à vous. Et bonne lecture, et bonne lecture de l'œuvre noire et du Christ rouge pour ceux qui se liront. Merci de votre accueil. Merci mille Merci fois. beaucoup. Bonne soirée. À bientôt à tous et revoir. bon Au revoir. appétit pour ceux qui n'ont pas encore dîné. Passez une belle soirée. Merci, au revoir.